Bienvenue dans ce webinaire consacré à quelque chose qui est bien d'actualité. Donc, dans ce webinaire consacré au management d'une équipe en mode hybride qui combine la présence sur site d'une partie de l'équipe et le télétravail. Merci. Donc, on peut passer à la slide suivante. L'objectif du coup du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous apporter des éléments clés pour animer et réguler le travail à distance et maintenir la cohésion et la dynamique d'équipe dans ce contexte. Donc, pour cela, je vais laisser la parole à nos intervenants du jour, Sidonie et Cyril Delaract. Et je vous retrouve un peu plus tard. N'hésitez pas à interagir avec les intervenants dans le chat sur la petite bulle en bas de l'écran. Bon webinaire. Merci Magdalena. Merci Magdalena. Honneur aux hommes ce matin, Cyril. Bien, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Magdalena, nous ferons une animation à deux voix ce matin. Donc, ma collègue Sidonie Kiel et puis donc moi-même, Cyril Nawarine. Nous sommes donc tous deux chargés de mission à l'ARACT Pays de la Loire. Alors, on peut peut-être avancer. Voilà, on va démarrer ce webinaire en deux temps. Une première partie qui va plus être liée à des constats et puis une seconde, on entrera vraiment voilà, dans les conseils, dans quelques préconisations, mais c'est bien déjà de partager premier point ensemble. Alors déjà, en préambule, on peut partager, je crois, une première observation, c'est que depuis quelques mois, nous sommes en transition vers un mode de travail hybride pérenne, enfin, qu'on qualifie de pérenne, qu'on appelle aussi, on le voit ici et là dans la littérature, le nouveau mode normal, le nouveau normal finalement. Et ce mode de travail qui mixe travail à distance et travail en présentiel amène un certain nombre d'adaptations, notamment dans les pratiques managériales. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais on va d'abord, dans un premier temps, partager quelques constats amenés justement par cette crise sanitaire, finalement, qui nous accompagne, j'ai osé dire ce mot-là, depuis quasiment 24 mois maintenant. Alors, les effets de la crise sanitaire et puis du confinement, des effets, je dirais, plutôt négatifs. Déjà, c'est que les organisations se sont retrouvées modifiées et ont surtout vu des choses leur être imposées. Hein, et ça, sans délai, sans préparation, sans concertation. Il y a vraiment eu, que tout le monde a connu, un phénomène d'urgence où très rapidement, il a fallu modifier des comportements. Tout ça, ça a eu comme effet induit, ce que vous avez tous connu, c'est que finalement, on observait un délitement du collectif. Hein, la notion de collectif telle qu'elle était perçue auparavant a été complètement modifiée. C'est quoi un collectif de travail finalement quand tout le monde est à distance ou partiellement à distance, ce que l'on vit en ce moment, et finalement, comment continuer à construire et à avancer tous ensemble. Et puis, autre élément qui est venu impacter tout ça et qui continue d'ailleurs de l'impacter, c'est aussi des ressentis extrêmement différents en fonction des individus hein, durant cette période. Certains l'ont plutôt bien vécu, ont été très à l'aise, ont bien vécu cette transition. Et pour d'autres, ça a plutôt généré des peurs sur finalement voilà, l'avenir de l'entreprise, l'avenir de leur travail, des peurs aussi sur la santé. Il y a eu des phénomènes d'isolement qui ont été largement mis en avant. Et puis, il a fallu composer aussi avec quelquefois des épisodes de maladie, des enfants à garder. Je crois qu'aujourd'hui, certains connaissent ça aussi. Donc, cette difficulté à un moment donné de conjuguer aussi une vie pro et puis une vie perso. Et puis, alors, on a balayé là quelques éléments négatifs, mais ça a aussi fait émerger un certain nombre de points extrêmement positifs qui ont pu être observés et qui se confirment. Un premier, c'est que les collaborateurs ont largement gagné. Je veux bien qu'on reste sur la diapo d'avant, Sidonie, merci. Que les collaborateurs ont largement gagné en autonomie. Hein. Certains se sont
se sont révélés finalement dans la capacité à pouvoir prendre des initiatives, à savoir réagir dans l'urgence et adapter les process. Pour d'autres, ça a été l'occasion de pouvoir agir sur leur travail, sur leur propre organisation. C'était de véritables éléments de motivation. Ça a pu faire émerger, parce qu'il a fallu s'adapter, ça a fait émerger aussi de nouveaux modes de coopération avec la maîtrise de travail à distance, des nouvelles modalités finalement qui ont révélé qui ont amené finalement aussi plus de confiance quelquefois entre managers et collaborateurs, hein, puisqu'il y avait cette distance qui s'était établie et donc il a fallu apprendre à travailler autrement. Et cette fois, ça a porté des résultats plutôt extrêmement positifs. Et puis les managers eux-mêmes, évidemment, ont été bousculés, hein, dans leur posture. Il a fallu qu'ils s'adaptent, quelquefois moins de contrôle, hein, plus d'animation. Et des pratiques, on voit bien, qui sont amenées à se pérenniser. Alors, on peut avancer, Sidonie, si tu veux, voilà, sur la diapo. Alors, donc voilà, ce que je viens de dire, on peut le résumer finalement, et ça a été corrélé, hein, par une étude qui a été menée par l'IFOP, hein, pour ESCE, et c'était en fin d'année 2021. Hein, sur finalement les attentes managériales. Hop, on reste, voilà, sur les attentes managériales, sur les pratiques managériales qui se sont installées dans cette période et puis qui se pérennisent. Voilà, avec ce qui était observé, on a plus de coopération, donc moins de hiérarchie. Il y a plus de délégation et moins de centralisation, plus de réactivité et moins finalement de bureaucratie, hein, les décisions se prennent beaucoup plus rapidement. Alors, à contrario, plus d'objectifs à court terme et on se projette moins finalement, hein, sur le futur. Et puis, quelquefois, par rapport aux pratiques managériales, le ressenti, c'est finalement un petit peu plus d'opacité dans les processus de décision, moins de transparence, parce qu'il y a peut-être en effet moins de temps réellement d'échange, hein, moins de temps peut-être quelquefois informel, etc., pour partager. Alors, on peut avancer. Voilà, donc tout ça amène finalement cette crise sanitaire. Ça amène vraiment aujourd'hui de nouvelles attentes pour pouvoir travailler autrement et ne pas forcément revivre la situation de travail que voilà, chacun connaissait auparavant. Clairement, il y a des choses qui ont changé et qui vont changer durablement. Des attentes avec un meilleur équilibre de vie entre les temps de vie perso et puis les temps de vie professionnels. Hein, clairement, ça ressort énormément. Des pratiques managériales qui doivent être beaucoup plus basées sur la confiance et sur l'échange. Hein, on n'est plus dans le contrôle, on veut être dans l'accompagnement. Continuer de pouvoir bénéficier, je dirais, d'une autonomie importante et d'avoir une réelle capacité à pouvoir organiser, hein, son travail tout en répondant, hein, bien évidemment, aux attentes de l'entreprise et aux objectifs qui peuvent être fixés, objectifs individuels ou objectifs collectifs. Le travail aussi est maintenant attendu, considéré comme un levier de développement à la fois personnel et professionnel. Voilà, on doit pouvoir s'accomplir professionnellement, évoluer, mais en même temps, ça doit permettre aussi la réalisation du soi. Et puis, bien évidemment, voilà, de la reconnaissance, hein, de l'investissement dans la période passée, et puis plus globalement aussi pour l'engagement dont chacun fait preuve aussi au travail. Alors, toujours en revenant sur l'étude qui a été menée donc par IFOP pour ESCE, voilà, on retrouve, hein, la question qui a été posée, c'est en matière de management, voilà, sur quels aspects souhaiteriez-vous que votre entreprise se transforme, hein, en priorité dans les prochains mois. Voilà ce qui est cité après l'élément rémunération, hein, qu'on retrouve quasiment d'ailleurs dans toutes les études. Hein, les éléments cités sont voilà, l'organisation du temps de travail, la responsabilisation, la confiance et la délégation, la formation, le développement de compétences, le dialogue et le développement du collaboratif. Hein, donc, on voit bien que tout ça est directement
alliées à des attentes fortes en matière d'évolution de pratiques managériales. Et puis, toujours sur ces questionnements qui ont pu être apportés aussi, il y a eu un questionnement en effet miroir finalement, où on a interrogé les managers aussi sur leurs attentes dans différents domaines depuis la crise sanitaire. Alors, les éléments d'infos que vous avez à l'écran là sont mis en comparaison finalement à travers un questionnement similaire qui avait été réalisé en 2018, voilà, pour voir finalement quel impact la crise peut avoir aujourd'hui sur ces fameuses attentes des managers vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et donc, on voit bien, il y a un plus 30 sur la partie prise d'autonomie. Donc, ça confirme aussi voilà, cette attente, cette confiance finalement qui s'établit dans la capacité des collaborateurs à pouvoir voilà, fonctionner avec une certaine liberté, une certaine aisance. Des attentes clairement par contre sur la dimension qu'ils communiquent plus régulièrement, plus 34. Alors ça, on le comprend assez aisément, qui dit, voilà, distance dit quelquefois, ben, voilà, on a plus ces temps d'échange informels dans le coin de la porte, en passant dans le couloir, la machine à café, etc. Donc, voilà, des attentes en matière de communication. Pouvoir leur faire confiance et déléguer, plus 28. Être attentif, qu'ils respectent les horaires de travail, qu'ils fassent valider les étapes de leur travail. Et puis, là, quand même une nette évolution, parce qu'au tout début, ce qui était exprimé par les managers, c'était vraiment de dire vivement que je retrouve mes équipes en présentiel. Et bien là, on voit moins 10 sur qu'ils soient présents dans les locaux de l'entreprise. Donc, voilà, on voit que les évolutions se font. Les attentes ne sont plus tout à fait les mêmes. On comprend, on sait qu'on peut fonctionner finalement dans un mode distanciel et que la présence n'est pas forcément toujours requise pour peu qu'on ait justement mis en place un cadre et des pratiques qui permettent de fonctionner avec efficacité. Et puis, pour conclure sur ces constats, cette crise a finalement amené aussi vraiment une évolution et des attentes importantes au niveau de la société, où globalement, on a de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations en termes de responsabilité, d'épanouissement, de notions qui sont plus après à relier aussi aux problématiques et aux attentes je dirais de transition écologique et climatique, avec le développement durable et responsable. Ça a amené aussi des attentes aussi au niveau de repenser l'approche des temps et des espaces sociaux. On est là sur cette confrontation finalement présentielle, distancielle, où on peut collaborer, on peut travailler, on peut échanger sans pour autant devoir être forcément au bureau. Et puis une articulation aussi entre le collectif et puis l'individuel. Voilà, se dire que ce nouveau normal, ce travail hybride doit amener une autre organisation et qui permet voilà, à la fois de ménager l'individuel et puis de préparer aussi et d'avoir des temps collectifs. Donc tout ça, globalement, on voit bien, ça répond à de nouvelles attentes en termes de sens, en termes de raison d'être et en termes de conflits éthiques finalement entre des valeurs perso et puis des contextes professionnels. Alors, ça peut être intéressant à ce premier moment je dirais simplement sur cette introduction visant à partager un certain nombre de constats que vous puissiez éventuellement, on n'est pas très nombreux, donc c'est jouable, que vous puissiez éventuellement prendre la parole ou alors réagir à travers le chat, mais peut-être avoir déjà quelques réactions aussi, quelques ressentis de votre part. Alors, juste une petite remarque sur votre dernière diapositive et sur la dernière ligne. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que l'enquête qui a été faite, elle s'adresse à tous les collaborateurs de l'entreprise, avec notamment cette quête et ce besoin de sens qui est renforcé.
qui était plutôt un qualificatif propre de ce qu'on va appeler les nouvelles générations, hein, puisque c'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que cette quête de sens aujourd'hui, importante, est généralisée à tout un peu les tranches d'âge, entre guillemets, toutes les générations. Alors, quand on lit différentes études, différents articles, elle est en effet prépondérante, en effet, chez les générations plus jeunes aussi. Mais la situation, hein, que l'on vit maintenant depuis 24 mois, sur des populations en effet qui pourraient rester, on va dire, plutôt sur de vieilles habitudes, hein, je dis entre guillemets, ça a amené aussi, oui, des attentes différentes et qui ont aussi évolué dans ce sens, tout à fait. Merci. Oui, c'est toutes ces questions qu'on a sur le questionnement justement des valeurs en entreprise, sur la finalité, la raison d'être, les entreprises à mission, vous voyez aussi, qui se développent beaucoup. Et c'est vrai que c'est un phénomène sur lequel nous, à RAC, on est beaucoup interrogés actuellement. Et on se rend compte que, comme vous le soulignez, ce n'est pas propre, je dirais, à une tranche d'âge, mais plutôt à un phénomène sociétal observé assez globalement et qui sort, comme le disait Cyril, de la seule sphère de l'entreprise même. D'autres remarques, d'autres réactions? Bonjour. Dans le chat, Bonjour. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'on va aborder aussi le problème de gestion en management, des frustrations des personnes qui souhaiteraient être en bureau mais qui sont obligées d'être en distanciel, en télétravail, et ceux qui ne souhaitent pas être en télétravail, parce que certains ont testé, ils ne veulent pas être en télétravail. Donc, en termes de management, également, il y a cette gestion de frustration, cette gestion de conflits internes et cette gestion de conflits dans l'entreprise qui se crée indirectement. Oui, alors on ne traitera peut-être pas cette question spécifiquement, mais vous allez voir effectivement dans les éléments qu'on va aborder, c'est une des grandes questions effectivement qui vient interpeller le management avec ce mode hybride ou le mode d'ailleurs déjà à distance, qui nécessite à la fois effectivement d'avoir une gestion des équipes d'un point de vue collectif, parce qu'effectivement, faire partie d'une entreprise, c'est faire partie d'un collectif, mais qui demande aussi une gestion managériale très individualisée. Et c'est là aussi où même nous, ça vient nous interroger, nous interpeller dans nos pratiques, dans nos modes d'accompagnement, là où on travaillait essentiellement sur le collectif entreprise, on est amené aussi à alerter et sensibiliser les managers sur cette gestion beaucoup plus situationnelle et plus individuelle, qui demande malgré tout de pouvoir faire fonctionner aussi le collectif dans sa globalité. Donc, on abordera ces questions-là, oui. Merci. D'autres réactions par rapport à ces constats? Alors, éventuellement, vous pouvez Est-ce que chez vous, par exemple, le fait dans vos propres pratiques, même effectivement, la mise en place du mode hybride vous a semblé plutôt facile? Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça venait modifier un certain nombre de pratiques? Véronique, a priori, je vous donne la parole. Vous levez la main. Effectivement, ça a modifié énormément de pratiques dans la mission locale. Moi, je m'occupe d'une mission locale. La question de la confiance ne s'est jamais posée, ni la question matérielle. Aujourd'hui, sur la durée, moi, je note une fatigue, une usure de mes collègues sur le télétravail. Même si des collaborateurs, pardon, ou spécifiquement des managers? Des collaborateurs principalement et la directrice que je suis. Oui, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, même si nous sommes mission de service public. Donc, il n'y a pas les 4 jours de télétravail comme le pôle administratif, mais malgré tout, ça manque de lien maintenant. Oui. Sur l'individualisation, je vous rejoins. J'avais repéré ça, donc, et la fatigue vient de là aussi, c'est qu'on est amené à faire plus attention à chaque individu. Et donc, ça, c'est un temps, c'est une pression qu'on a sur les épaules qui, au fil du temps, devient lourde. Oui, absolument. Alors, ça a une vertu, effectivement, mais ça demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de disponibilité. Et ça va venir interpeller, là encore, les pratiques managériales, c'est-à-dire que faire mieux certaines choses ou plus d'autres choses demande peut-être aussi à venir réguler un certain nombre d'activités, de cadres et ainsi de suite. Mais on va rentrer un peu dans ce détail-là. Merci pour ce partage.
Merci. Je vois également dans le chat, effectivement, le fait qu'en fonction des générations de managers, les modifications de liens, effectivement, inter- et intra-équipe sont différentes. Alors, à la fois les générations, la formation et puis le type de management, ce avec quoi aussi on peut être plus ou moins à l'aise, finalement. Le management à distance permet de créer des relations plus authentiques. Effectivement, on est plus attentionné. Voilà. Et on doit effectivement mieux adapter l'alternance présentielle-distancielle. Et c'est bien cette difficulté qu'on va avoir, enfin cette difficulté ou l'intérêt de ce management hybride, parce qu'il vient mixer finalement ces deux types de management. Alors, ce que je vous propose, on va avancer un petit peu. On va revenir sur vos difficultés. Je vous interrogerai plutôt juste après. Pour remettre les choses dans le contexte, on est l'ARACT, donc l'Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, ce qu'on cherche à promouvoir, évidemment, c'est la qualité de vie au travail, qui s'appelle depuis le 9 décembre 2020 la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Ça réaffirme quoi ? Effectivement, la capacité pour les salariés à s'exprimer et à agir sur le travail, sur le contenu du travail, sur les conditions d'organisation et de réalisation du travail. Le fait d'avoir rajouté le CT comme les conditions de travail dans QVCT, ça réoriente aussi la réflexion effectivement des entreprises et de ceux qui les accompagnent sur les sujets centraux de l'organisation. Et je pense que là encore, cette transformation qu'on a vécue, qu'on a subie par ce télétravail imposé ou ce maintien d'activité à distance, a amené effectivement à se recentrer d'une part sur les conditions d'exercice du travail, à savoir le management, les moyens, les relations de travail et les collectifs de travail, sur ces questions d'utilité et de sens qu'on évoquait tout à l'heure, sur l'aspect conduite des transformations. Le 15 mars 2019, on s'est retrouvé, 2020, on ne savait pas comment organiser le télétravail, et le 16 mars 2020, plus de 70% de la population était en travail à distance. Et donc, il a fallu pouvoir conduire ces transformations qui étaient en route déjà dans la société et dans certaines structures sur le télétravail, mais qu'il a fallu généraliser. Et sur les modalités d'organisation du travail de manière pratique, en termes de rythme, d'articulation des temps, de conciliation des temps. Donc ça, effectivement, c'est assez fondamental, cette notion de qualité de vie au travail. Ça dépasse bien le baby-foot dans le hall d'accueil, la couleur des murs, ou les massages offerts aux collaborateurs. On redit bien que agir sur la qualité de vie et les conditions de travail, c'est donner la possibilité de s'exprimer pour agir sur son travail et sur le contenu et sur les modalités d'organisation de son travail. Et effectivement, quand on est en travail hybride, l'objectif, ça va être de mixer les avantages du présentiel et du distanciel, là où peut-être le présentiel, on était peut-être plus sur des avantages liés au collectif pour l'entreprise, et où le distanciel va amener plus d'avantages peut-être du côté de l'individu. Donc, il va falloir, sous certaines conditions, permettre qu'on mixe, qu'on articule, qu'à certains moments, on soit plutôt sur de la distance et sur d'autres moments, plutôt sur des liens de plus grande proximité. Là encore, en sachant que ce n'est pas la distance ou la proximité physique qui fait forcément le lien social. Donc ça, c'est un élément qu'on va aussi aborder par la suite. Alors, pardon, vous avez vu que ma souris était un peu sensible. Donc, quand on lui demande de changer d'écran, elle ne change pas. Et quand on lui demande de ne pas changer, elle change. Voilà. Donc, une fois de plus, on va s'interroger sur ces questions effectivement d'amélioration continue des conditions d'organisation du travail, en se centrant sur le dialogue pour agir et pour produire effectivement les conditions de transformation de l'organisation. Alors, un des éléments, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment sur ces questions de frustration, de difficulté, de disparité dans les attentes, une des choses que nous, on met en avant, c'est la nécessité d'organiser des échanges sur le travail, ce que nous, on appelle des séances d'échange sur le travail, les SET, c'est comme séances d'échange sur le travail, pour échanger afin d'agir sur les conditions
d'organisation du travail. Ça va permettre quoi? D'une part, de pouvoir être ensemble pour se reconnecter. Et ça peut se faire à distance. Maintenant, on sait utiliser aussi les outils qui permettent de recréer une communauté tout en étant dans des locaux différents. Dans cet espace-là, on va pouvoir à ce moment-là parler de son travail, de ce qui a été vécu, de ce qui a bien marché, de ce qui fonctionne bien, de ce qu'il faudrait garder, de ce qu'il faudrait améliorer, de ce sur quoi il faudrait innover. Ça va permettre de rendre visibles les difficultés, les obstacles, l'engagement des collaborateurs, les efforts qu'ils doivent fournir, mais aussi les bonnes pratiques et les astuces qu'on va pouvoir partager. Et ainsi, on va pouvoir identifier ce qui aurait pu être fait différemment, ce qui pourra être fait différemment et comment pouvoir aider à la transformation de l'organisation. L'objectif, c'est bien d'échanger pour agir, pour mieux s'organiser ensemble sur son travail au quotidien. Donc, ces séances d'échange sur le travail, c'est l'occasion effectivement de faire le point sur ce qui ne marche pas. Ça va être l'occasion aussi de partager le cadre pour articuler télétravail ou travail à distance et travail sur site. Donc typiquement, comment est-ce qu'on va tenir les agendas, quelles sont les heures de joignabilité, l'usage des outils numériques si ça pose souci ou la bonne régulation des outils numériques, comment mettre en place des contacts réguliers, quelles sont les modalités de suivi de l'activité et ainsi de suite. Tout ce qui fait effectivement le quotidien et le cadre qu'on partage sur ces deux modalités de travail. C'est aussi l'occasion, ces séances d'échange sur le travail, de réguler la charge de travail parce que la charge de travail, elle ne doit pas être régulée uniquement individuellement, mais elle doit bien être régulée au niveau du collectif. Donc, c'est un espace privilégié pour ça. Et ces séances d'échange sur le travail, c'est plus qu'une réunion, c'est plus qu'une pause café informelle. Ça nécessite un objectif très précis, c'est-à-dire au bout de cet échange sur le travail, qu'est-ce qu'on souhaite produire ? Et un cadrage, c'est-à-dire à quelle fréquence on se retrouve, combien de temps ça va durer, quelles sont les règles de fonctionnement. Ça nécessite une animation qui n'est pas forcément toujours du fait du manager. Parfois, c'est nécessaire qu'il soit à distance de cet espace-là pour pouvoir mieux y revenir une fois que les éléments ont été posés ou déposés. Et ça nécessite surtout une production. Rien n'est pire, et vous le savez, que ces séances, qu'elles soient en distanciel ou en présentiel, où on va échanger, où rien n'est acté, où rien n'est tracé et où, à la fin du compte, on a passé 1h15 à se dire des choses sans qu'aucune décision ne soit applicable à la suite. Donc, là encore, si vous voulez pouvoir favoriser des espaces où vous allez pouvoir faire des retours d'expérience ou des échanges sur le travail, et là encore, pour pouvoir les légitimer même en termes de gouvernance, pouvoir témoigner d'une production à l'issue, ça ne nécessite pas forcément un plan d'action extrêmement détaillé, mais au moins la volonté d'aller expérimenter quelque chose de différent. Alors, avant de passer effectivement sur le rôle plus spécifique du management et des managers, et je ferai la distinction, je vais vous demander effectivement par rapport justement à cette mise en place du mode hybride ou de l'articulation distance présentielle, quelles ont été vos difficultés majeures? Donc là encore, par le chat, où vous prenez la parole spontanément. Je pense qu'au début en particulier, c'était de se dire finalement, quels sont les éléments qui méritent que je continue à faire ces animations managériales en présentiel et quelles sont celles que je vais plus facilement pouvoir faire en distanciel. Tout à fait. Et d'arriver à faire la part des choses entre, il y a des choses que je vais pouvoir faire, d'autres qui vont être plus compliquées, et d'arriver à bien identifier en partage justement comment on peut organiser ça. Très intéressant votre remarque, merci beaucoup, parce qu'effectivement, ça a été une des choses fondatrices sur le déploiement du télétravail. C'est quels sont non pas les postes télétravaillables, mais quelles sont les activités télétravaillables. Et ensuite, au-delà du télétravaillable, où est-ce que c'est pertinent d'être plutôt à distance, où ça permet de le faire à distance et où cela serait plus pertinent de le faire en présentiel.
Et effectivement, s'interroger sur les activités. Pour certaines structures qu'on a pu accompagner, on a eu des choses même assez étonnantes de structures qui nous disaient, en fait, en faisant cet inventaire et ce panorama des activités des collaborateurs, on s'est rendu compte que sur certains postes, on n'avait absolument pas conscience de l'étendue des activités des collaborateurs, où on ne savait même pas ce que faisaient nos collaborateurs. Donc, ça a été, en fait, en s'interrogeant sur les questions du travail à distance, on est venu interroger le contenu même du travail. Donc, effectivement, on regardera ça. Je voyais aussi dans vos remarques le fait qu'en mars 2020, on avait effectivement peut-être une concentration sur les côtés matériel, réseau, informatique, outils. Et qui avait en même temps eu un besoin de recadrage de typologie des directives et du pilotage, hein, ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les activités, comment est-ce qu'on régule et comment est-ce qu'on choisit aussi l'accent qu'on veut mettre sur quelle activité aussi de management. Simplement, quand vous dites à ce jour ça reste présent, est-ce que c'est par rapport au changement de typologie des directives ou est-ce que c'est par rapport à la question matérielle ou les deux? Alors, Monsieur Bahuot. Oui, donc aujourd'hui, sur les clients que j'ai en consultant, c'est surtout sur les typologies qui sont liées aux générations de managers, qui ont beaucoup de mal à faire la transition et le changement à cette nouvelle modalité de management. Oui. Et la grosse difficulté, même si on essaye de faire des sessions de formation et d'accompagnement tutoral avec eux, ils ont cette frustration de ne plus exister dans la chaîne hiérarchique. Oui. Parce qu'ils ont plus cette notion de sensation de dépendance de leurs équipes, oui, qu'ils ont perdu. Et c'est vraiment très générationnel. Oui. Je ne vais pas faire une généralité parce qu'on a toujours des personnes qui s'adaptent très, très bien. Mais sur certains, et plus sur certaines régions de France, on a une typologie de managers d'une certaine catégorie d'âge qui ont beaucoup de mal à ce changement. D'accord. Par contre, le désert ouais, aussi technique, il existe toujours. Il y a des coins où il y a des collaborateurs qui n'ont pas accès à la fibre, qui n'ont pas accès à du haut débit. Et faire du télétravail pour eux, c'est vraiment devenu anxiogène. Ouais, tout à fait. Et en termes de rentabilité d'activité, c'est difficile. Et il y a des managers qui ne le comprennent pas. Oui, donc, il y a une éducation qui est aussi globale du mode. Oui, voilà. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Je vois aussi la notion de charge de travail. Alors, l'appréciation de la charge de travail, on va y revenir peut-être juste après. Je vous donnerai quelques éléments effectivement là-dessus. Malheureusement, pas de baguette magique pour pouvoir apprécier la charge de travail, mais en tout cas, cette nécessité de la réguler d'un point de vue collectif. D'autres remarques avant qu'on passe sur la question du management? Non, sur le chat, rien d'autre pour l'instant. Ok, rien de plus. Ok. Hop là. Alors, effectivement, quand on parle management, et ce que nous, on appelle le management du travail, parce que là encore, c'est une spécificité qu'on va avoir dans le réseau par rapport à d'autres approches, on ne manage pas uniquement des hommes, mais on manage aussi le travail, la manière dont on va réaliser le travail. 5 grands principes très importants pour nous qui fondent le management du travail par rapport, encore une fois, à une autre approche. Pour nous, ça implique une coopération à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, des représentants du personnel, des salariés, la gouvernance, les managers, voilà, les collaborateurs. On agit vraiment à tous les niveaux. Ça va nécessiter et favoriser les discussions pour prendre les décisions, et notamment par le dialogue social. Ça passe par là pour nous. Le management, pardon pour la faute de frappe, doit être soutenu par la construction de l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire que l'organisation vient soutenir le management plutôt que l'inverse. Le management du travail va mobiliser des méthodes participatives et expérimentales. Très concrètement, ça veut dire que quand on vient conduire un changement, on le fait de manière concertée, en associant les acteurs. Et on va tester effectivement des nouvelles manières de faire qui sont proposées
par l'ensemble des collaborateurs, compte tenu du cadre et compte tenu effectivement des attentes. Et on va essayer pendant 3 mois et mesurer ce qu'on appelle, nous, l'évaluation embarquée. On va évaluer au bout de 3 mois pour voir si ça produit les effets qu'on attendait. Et si ce n'est pas le cas, on reconfigure. Si ça fonctionne, on va pouvoir l'étendre à un autre service. C'est ça qui compte pour nous, ce côté expérimental. Et le management du travail est centré sur la réalisation du travail, donc comment on réalise le travail, et centré également sur les relations de travail nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, management du travail, ça veut dire à tous les niveaux, par la discussion, soutenu par une organisation, avec des méthodes participatives et expérimentales, en étant centré sur le travail et sur les relations. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous, du côté effectivement des pratiques managériales que vous observez ou peut-être que vous menez, M. Baillot nous en a donné quelques-unes tout à l'heure dans ses accompagnements, quelles évolutions vous observez dans le management? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, pas de vécu qui mériterait un petit peu de... Ouais, je vais reprendre la parole, si vous voulez. Oui. Alors, le meilleur résultat aujourd'hui sur lever ces freins de changement et ces résistances au changement étaient surtout des actions tutorales. Vraiment un accompagnement. On entend que vous êtes soutenu. Oui, je suis désolé, mais je suis comme vous. Il n'y a pas de souci, c'est la réalité du quotidien qui nous rattrape tous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et comme quoi, il faut savoir associer l'ensemble des paramètres. Des parties prenantes, pour le coup. C'est ça. Alors, c'est bien les formations descendantes, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont des capacités d'adaptation très rapides. Par contre, pour d'autres personnes, c'est vrai que la fonction tutorale, notamment du tutorat externe ou de l'accompagnement externe sur des managers, et a des résultats beaucoup plus probantes et une efficience beaucoup plus élevée que d'autres pratiques sur ces changements de pratiques managériales. Oui, merci. Ça fait le lien aussi avec un projet que conduit Cyril pour nous, qui est la formation en situation de travail. Et effectivement, ce fait d'être accompagné, ce que nous, on va pouvoir appeler aussi au-delà des formations actions, où on met en place tout de suite dans son quotidien, dans sa réalité du travail, ce sont des choses effectivement qui peuvent aider. Est-ce que quelqu'un d'autre... Et pour faire un lien d'ailleurs avec ce que tu dis, Sidonie, et un élément qui se retrouve aussi dans le management à distance, qu'on retrouve d'ailleurs dans la formation en situation de travail, c'est le droit à l'erreur aussi. Oui. Et d'accepter aussi, c'est vrai que parce que quelquefois, quand on est en présentiel, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile, on va plus aisément parler de sa difficulté ou va peut-être se révéler de manière un petit peu plus aisée. C'est vrai que c'est peut-être moins le cas, le travail à distance, et il faut favoriser dans les pratiques managériales, favoriser faire comprendre qu'il y a ce droit à l'erreur pour justement favoriser l'émergence des difficultés, l'expression des difficultés. Absolument. Bon, alors, je vous propose qu'on avance. Donc, quand on disait effectivement de pouvoir rassembler l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise quand on décide de travailler ces questions du management, c'est qu'à partir du moment, et vous entendez, je parle bien de management, ce n'est pas des managers, à partir du moment où on veut effectivement modifier les pratiques, agir sur la manière dont on va conduire le travail, ça nécessite de pouvoir agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau effectivement de la direction, de la gouvernance, du dialogue social qui va permettre de définir une stratégie et le cadre dans lequel on va déployer effectivement cette stratégie, que ce soit sur du management hybride, mais que ce soit sur le développement d'une nouvelle activité ou que ce soit dans le cadre d'une reconfiguration, quelle qu'elle soit. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau de l'organisation. Comment est-ce que cette organisation, elle va donner des moyens aux managers pour les soutenir, pour favoriser la coopération dans l'entreprise, et comment concrètement ça va pouvoir, troisième élément, se concrétiser par des pratiques managériales qui vont amener des marges de manœuvre, qui vont permettre de prioriser les activités aussi des managers et des collaborateurs pour pouvoir
avoir une organisation qui va être suffisamment flexible et en même temps suffisamment porteur de sens et de collectif pour que chacun individuellement s'y retrouve. Donc, c'est une fois de plus cette notion de conciliation entre l'individuel et le collectif qui, pour certains managers, relève presque d'injonctions paradoxales. Vous l'évoquiez tout à l'heure sur cette question des frustrations, mais là aussi sur les personnalités, sur les difficultés qui peuvent être vécues individuellement parce qu'on est dans une situation particulière. C'est là aussi où, pour le manager, réguler la charge, on l'évoquait tout à l'heure là encore, ça va être très compliqué parce qu'on va être amené aussi sur ces questions de charge de travail à devoir aller aborder à la fois la charge prescrite, ce qu'on demande qui doit être fait, confronter ça à la charge réelle. Concrètement, qu'est-ce que le collaborateur a dû mettre en œuvre pour obtenir les résultats attendus? Et parfois, il y a des choses qui sont facilitantes, mais il y a des choses qui peuvent être aussi freinantes. Et comment est-ce qu'il a dû peut-être fournir des efforts complémentaires? Et troisième niveau de charge, c'est la charge subjective. Et celle-là, elle est très difficile, effectivement, à évaluer. À rendre objective aussi, puisque par définition, c'est une charge ressentie, qui fait qu'en fonction effectivement de votre environnement, en fonction de votre niveau de compétence, en fonction de votre fatigue, en fonction de votre lassitude, en fonction du soutien du collectif, on va plus ou moins percevoir favorablement ou défavorablement cette situation de charge. Et là encore, ça doit être discuté et régulé bien évidemment au niveau individuel, mais aussi par l'ensemble de l'équipe qui va pouvoir apporter du soutien et de la régulation sur les activités. Alors, quand on parle effectivement de poser le cadre, on disait au niveau de la gouvernance, mais ça vaut aussi au niveau des relations entre le manager et le collaborateur, où on a une responsabilité partagée. Du côté du manager, il va être celui qui impulse la co-construction d'un nouveau bon fonctionnement. Comment est-ce qu'on va pouvoir, en mixant ce travail à distance et ce travail en présentiel, trouver un fonctionnement qui permette à la fois de répondre aux attentes et aux attendus de l'activité et au fonctionnement individuel et collectif en s'accordant effectivement avec chaque collaborateur. Et pour le manager, pouvoir se sentir effectivement responsable, pouvoir sentir plus exactement son collaborateur responsable des tâches confiées et en tant que manager se sentir lui-même responsable des tâches confiées par sa direction. Pour le manager, il va s'agir effectivement de pouvoir adapter aussi sa pratique et sa posture, comme c'est le cas chez le collaborateur. Donc, vous voyez, ça, on va le retrouver effectivement des deux côtés. Et du côté effectivement du collaborateur, pouvoir inscrire son organisation dans le cadre collectif et respecter les modes de fonctionnement décidés. Donc, ça veut dire qu'on a une double responsabilité et quelque chose qui va être croisé, qui peut nécessiter parfois des ajustements dans ce que j'appelais tout à l'heure les séances d'échange sur le travail, là où, à un moment donné, on va avoir un caillou dans la chaussure, quelque chose qui ne marche pas bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire ce nouveau bon fonctionnement? Pardon. Ensuite, au-delà du quotidien, au-delà du cadre qui est posé, c'est au quotidien, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser le travail, favoriser les initiatives du côté des collaborateurs, animer la coopération, faire en sorte effectivement que la reconnaissance soit apportée auprès des collaborateurs là où la distance peut diluer un peu tous les signaux faibles. Où on va avoir effectivement besoin d'avoir cette cohérence aussi collective, tout en prenant en compte, je le disais tout à l'heure, la diversité des situations personnelles, où il va s'agir aussi de réguler entre effectivement ces dynamiques de coopération, de prise d'initiative et un maintien du collectif. Donc tout ça, ça va demander effectivement de connaître le travail
et de pouvoir le discuter. Je ne rentrerai pas dans les détails sur chacun des niveaux, mais ça peut être l'occasion d'échanges à poursuivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut favoriser les initiatives et avoir le droit à l'erreur? Comment on peut animer effectivement cette coopération? On l'a vu tout à l'heure avec les séances d'échange sur le travail. Et la partie reconnaissance, ça peut être un sujet, effectivement, si ça vous intéresse, qu'on pourra creuser dans un autre webinaire. En revanche, sur cette question effectivement d'organiser le travail, ça va permettre effectivement peut-être de regarder ce qu'on privilégie sur les activités, par exemple, collectives et relationnelles, les dédier plutôt au présentiel, ou alors les maintenir à distance, mais avec des outils adaptés. Je pense que maintenant, Zoom ou Teams n'a plus de secret pour vous, mais il peut y avoir des outils effectivement comme Bicast ou Klaxoon qui permettent d'avoir des séances d'échange, de brainstorm ou de construction effectivement en collectif, où parfois on est même plus efficace que sur des séances de travail en présentiel. Sanctuariser des temps communs, et le mot il n'est pas choisi au hasard, c'est de se dire véritablement avoir peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en fonction de vos organisations, et là encore ça se décide collectivement, des espaces qui sont des temps dédiés à du collectif. Et on s'y tient de façon à ce qu'au moins, à fréquence régulière, on ait un espace et un temps où on se retrouve et on va pouvoir échanger. Et puis, de manière plus précise, quelques questions effectivement à se poser. Est-ce qu'on a mené ou est-ce qu'on mène régulièrement un retour d'expérience? Quelles sont les activités qu'on voudrait privilégier en présentiel? Quels sont les temps communs qu'on a en présentiel? Comment est-ce qu'on peut voir qui et où, qui travaille où, ou qui travaille sur quoi? Donc là, il y a des outils, mais peut-être qu'il y a d'autres manières de fonctionner par rapport à ça. Quels sont les modes de communication? Est-ce qu'on privilégie plutôt le téléphone pour un échange très ponctuel? Est-ce que le mail est le seul outil pertinent quand on est à distance? Est-ce que tout doit être écrit ou est-ce qu'on peut aller chercher des échanges sur de l'informel pour recréer effectivement cette proximité? Quelles sont les règles qu'on veut avoir pour bien vivre ensemble au quotidien dans l'entreprise et à distance? Et puis, collectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, comment est-ce qu'on va pouvoir réguler cette charge de travail? Voilà quelques pistes de réflexion. Et là encore, quand je parle de questions à se poser, ce n'est pas des questions que le manager doit se poser tout seul et auxquelles il doit amener tout seul les réponses. Parce que là, on tomberait dans la supposite qui va malheureusement créer effectivement de l'insatisfaction et des frustrations plus importantes encore en face. Il s'agit bien de pouvoir poser ces questions-là collectivement et une fois de plus de pouvoir reconfigurer en fonction de ce qui fonctionne justement ou pas. Alors ensuite, sur les questions de posture et de pratique managériale, donc là concrètement, comment est-ce que l'individu, monsieur ou madame manager, se comporte au quotidien, comment est-ce qu'il va pouvoir effectivement donner la finalité. Il est celui qui va porter aussi et descendre finalement de la stratégie à l'opérationnel. Comment est-ce qu'il va pouvoir être le vecteur de cette raison d'être qui rallie au niveau collectif. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, sur cette notion de confiance en disant la confiance n'a jamais été un problème, mais à terme, on a effectivement un sentiment de fatigue et de lassitude. Malheureusement, dans certaines structures, le fait de faire confiance, c'est quelque chose qui a eu besoin d'être appris, parce que là encore, les individus sont différents. Et pour certains, la confiance, c'est comme une valise pleine, on va dire. Ils accordent leur confiance spontanément et en fonction de ce qu'ils vont vivre, ils vont vider leur valise. À l'inverse, vous avez certains individus pour qui la confiance est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure et qui vont, au gré des événements, au gré des rencontres, remplir leur valise et accorder de plus en plus de confiance. Ça, il faut pouvoir effectivement le comprendre et le savoir, mais quand on est sur du management à distance, on ne doit plus être effectivement dans un management par le contrôle, mais un management par la confiance, donc être plus dans le soutien et surtout dans la reconnaissance à la fois des résultats, mais aussi des efforts. Ensuite, dans les postures et pratiques, faire le lien, organiser,
animer les temps collectifs. Donc, on demande finalement aux managers d'être beaucoup plus sur des questions d'animation pour faciliter aussi les processus d'apprentissage et d'exploration que d'être effectivement dans des fonctions de pilotage. Et là encore, cette question d'arbitrage des activités du manager, comme elles se sont posées finalement sur les questions d'arbitrage des activités des collaborateurs, c'est des éléments qui doivent être remontés au niveau de la direction pour que ce soit bien tracé, parce que, comme je disais tout à l'heure, en termes de charge, on ne peut pas faire plus de tout sans diminuer effectivement la charge par ailleurs. Donc, faciliter les processus d'apprentissage et d'exploration, on l'a évoqué notamment par le droit à l'erreur, mais aussi par le tutorat externe, effectivement, par le tutorat même interne, et faire en sorte qu'on apprenne en situation de travail. Alors, avoir une parole claire, je le renote là parce qu'effectivement, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est d'autant plus difficile quand on est à distance. Avoir une parole claire, c'est à la fois être dans la transparence, mais c'est aussi pouvoir être dans l'affirmation de ce qui fonctionne et de ce qui dysfonctionne. Et quand on est à distance, on doit être encore plus vigilant et évidemment, ça demande, vous le voyez, une disponibilité accrue et vous le voyez, mais je pense que vous le vivez également. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà de ces fonctions d'animation, de reconnaissance, d'apprentissage, de communication, on demande aussi aux managers d'être vigilants au bien-être, de faire attention à ses équipes, de regarder effectivement ces questions de charge, de regarder ces questions de difficultés qui peuvent être individuelles et ainsi de suite. Donc, là encore, malheureusement, on n'a pas de baguette magique pour pouvoir vous aider en disant, voilà, vous allez, en appliquant tel processus, permettre de tout faire. Mais c'est encore, je pense, rendre visible et lisible pour les collaborateurs ces difficultés en termes de posture et de pratique, que ce soit pour le manager et que ce soit pour ses équipes, de façon, une fois de plus, à pouvoir être dans la co-construction de ce qui va effectivement amener et tout ça, ça ne peut fonctionner que si le management lui-même et les managers en tant qu'individus sont soutenus. Concrètement, pour que le travail soit bien réalisé, les collaborateurs ont besoin d'être accompagnés, animés, soutenus, reconnus par leur manager, mais le manager a lui aussi besoin d'être soutenu en termes de moyens, en termes de marge de manœuvre, en termes d'arbitrage, c'est-à-dire en termes de finalité, de cadre, ce sur quoi on l'attend et on a des demandes sur ces activités. Et puis, soutenu aussi par la formation, mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ça peut passer aussi par d'autres formes d'accompagnement, par de l'outillage, et on voit que ce qui fonctionne très bien dans ces questions de management hybride, ce sont les échanges de pratiques. Avoir des espaces, des moments où les managers peuvent se retrouver entre eux en intra-entreprise ou en inter-entreprise pour pouvoir échanger sur ce qui va leur permettre de mieux soutenir leurs collaborateurs. Alors, avant de passer aux points clés qui sont la synthèse des éléments qu'on a abordés aujourd'hui, je voulais vous repasser la parole par rapport à ces éléments qu'on vient de partager et par rapport justement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, vos difficultés ou ce que vous avez pu mettre en place en termes de management et qui a bien fonctionné. Est-ce que vous avez des expériences que vous voudriez nous partager justement ? Ou des réflexions, Madame Quentin ? Alors, moi, je veux bien partager des expériences. Il se trouve que dans le prolongement de la crise sanitaire, on a mis en place en février dernier des fonctions de manager intermédiaire, qu'on appelle chez nous les chargés d'antenne. Et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup aidé la directrice, mais aussi les équipes, puisqu'ils ont quelqu'un en proximité dans chaque antenne. Je suis sur une structure qui a 4 antennes, qui est répartie sur un grand territoire. Donc, la mise en place comme ça de niveau intermédiaire, c'est très aidant. Oui. L'accompagnement aussi par un organisme extérieur, je trouve que c'est intéressant, voire salvateur. Elle interroge les pratiques, elle donne de bons conseils, elle aide beaucoup à la prise de recul. Oui. Et en parallèle, ces managers sont aussi allés en formation
j'ai mon collègue qui est présent aussi à cette visio qui pourra peut-être en parler. Ouais. Et cet accompagnement en parallèle, je crois que ça leur donne une bouffée d'air frais qui leur fait du bien. Ouais. Moi, j'insiste également pour tous les salariés pour qu'ils s'inscrivent sur des formations, même à distance, parce que je pense qu'il faut aussi sortir du contexte local. Et finalement, ça, c'est très bien. Je dirais que… Oui, au-delà de la, comme vous le dites, hein, au-delà de la seule formation, on ne règle pas tout par la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut ces espaces-là pour se sentir soutenu, mais surtout pour pouvoir mettre en œuvre par la suite. Pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Et puis bien ou pas bien, je ne sais pas. Enfin, moi, je pense que oui. Nous avons aussi conduit des gros projets pendant ces temps de télétravail, notamment un soutenu par l'ARACT sur l'ergonomie des postes de travail. Ouais. Voilà, c'était assez cocasse d'ailleurs parfois, puisqu'on a tout fait quasiment à distance. Donc, il y a eu des situations un peu amusantes. Mais néanmoins, ça a soutenu l'équipe. Ça donnait un azimut. Et puis, nous avons fait un second travail aussi. Avec les élections, nous avons changé de gouvernance, d'élus, etc. Et nous avons lancé tout un travail de réflexion sur la communication et plateforme de marque. Donc, des projets transversaux qui ont porté aussi l'équipe vers l'avenir. Et puis, dernier élément, peut-être parce que ça n'a pas été cité, c'est la mise en place un peu d'un management intuitif. Ouais. Voilà, récemment, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse parler l'équipe administrative de ses activités, de son travail. C'était écrit, je n'avais pas lu ça encore quelque part. Donc, ce que vous avez tenu, ce que vous avez présenté me conforte, sachant que de nature, je ne suis pas une personne très rigoureuse. Donc, ça me demande beaucoup d'efforts. Ouais. Mais voilà, si ça peut, je pense que ça contribue à aider les collaborateurs, il me semble. Merci. Alors, Vanessa Kercret, vous vouliez prendre la parole. Oui, effectivement, je vous remercie. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance d'organiser des temps et des espaces collectifs. Je trouve effectivement que c'est important par rapport à ce qui est lié au travail, le contenu du travail, l'organisation de travail, mais aussi par rapport à ce qui est en lien avec la vie au travail. Parce que finalement, être présent en agence, en entreprise, c'est pour les collaborateurs et pour nous aussi avec eux, avoir des échanges entre deux portes, c'est déjeuner ensemble, partager des moments conviviaux, parler parfois de tout et de rien. Et finalement, quand on passe en distanciel, c'est quelque chose qu'on peut perdre, en fait. Et je trouve que c'est important aussi, dans cette réflexion par rapport au distanciel, de recréer des moments, en fait, où on parle de tout et de rien, qui ne sont pas forcément en lien avec le travail, mais qui permettent, en fait, aux équipes de maintenir ces temps d'échange, en fait, et de maintenir le lien. Et donc, pour donner des exemples de choses qui peuvent se faire sur notre territoire, mais je vois que Catalyse Conseil est venue en force aujourd'hui, donc je pense que mes collaborateurs pourraient aussi le dire. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses, et notamment ce qu'on a appelé des cafés pipelettes, c'est-à-dire des temps de visio. Justement, on parle de tout et de rien, et on peut échanger entre nous, et finalement repartager un petit peu ces moments que l'on a perdus. Donc voilà, ça me semblait, en tout cas, moi, dans ma pratique, ça me semblait important aussi dans la réflexion d'inclure ces moments-là qui ne sont pas directement en lien avec le travail, mais qui, effectivement, sont tout aussi importants pour maintenir le lien. Absolument, merci pour cette précision et qui fait rebond effectivement aussi à votre message, Monsieur Gombert, sur la nécessité d'être présent effectivement sur le travail et le hors-travail, entre guillemets, avec cette, on va dire, nécessité de pouvoir se centrer aussi sur la réalisation du travail et de connaître le travail, ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir effectivement avancer, soutenir et se sentir reconnu aussi par les équipes et être légitime pour les équipes, c'est être capable aussi de connaître ce que font ces équipes.
Alors, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Ce que je vous propose, parce qu'en fait, il est déjà 12h03, je vais juste avancer sur les points clés. Et puis, pour ceux qui auront encore quelques minutes après, on pourra se donner un petit temps d'échange pour valider. Et comme ça, on aura respecté notre timing. Donc, les 3 points clés à retenir pour nous qui sont fondamentaux, d'une part, discuter pour pouvoir agir sur le travail, agir à 3 niveaux pour donner du sens, donc au niveau de la direction, au niveau de l'organisation et au niveau des pratiques managériales. Et quand on est à distance, bien faire attention effectivement aux postures qui sont celles de la confiance, de l'animation et de la reconnaissance, qui sont encore plus demandées aux managers dans ces pratiques distancielles et en mode hybride. Il y a également, on ne l'a pas cité, mais toutes ces questions liées à l'équité pour faire en sorte aussi effectivement d'avoir des collaborateurs qui peuvent pour certains travailler à distance ou non et faire en sorte que là encore le collectif fonctionne. Donc discuter, agir et on va dire animer et reconnaître. Alors, des outils, vous en trouvez pas mal sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir effectivement sur des jeux, sur de la méthodologie, sur des retours d'expérience, sur des témoignages d'entreprise, à vous inscrire pourquoi pas à notre newsletter. Et si par la suite effectivement vous avez soit des besoins d'accompagnement ou concrètement des sujets que vous voudriez voir abordés avec le CARIFOREF, ce sera bien volontiers qu'on reviendra vers vous. Voilà, Magdalena, j'en ai fini. Et on pourra repasser la parole éventuellement à certains si certains veulent du rab. Très bien, merci. Alors, je vais juste, pour l'enregistrement du replay, conclure, mais ceux qui souhaitent rester connectés un tout petit peu après pour échanger avec les intervenants, vous pouvez. Donc, je vais juste vous remercier déjà nos 2 intervenants, nos participants d'avoir posé des questions, etc. Et aussi, donc, ce webinaire sera disponible en replay sur notre page professionnalisation sur le site pro du CARIFOREF. Je vais d'ailleurs vous partager les prochaines actions. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ou si vous voyez des écrans par-dessus l'écran. Si, c'est visible, Magdalena, pas de souci. Très bien, donc zoom sur les 2 prochains webinaires. Donc le 20 janvier matin, un zoom sur 3 dispositifs pour aider les entreprises à recruter et à former. Donc il sera question du dispositif PCRH, Prestation de conseil en ressources humaines, FNE formation et transition collective. Et le 24 janvier après-midi, un webinaire sur les ressources à votre disposition pour organiser des actions pour découvrir les métiers du numérique à l'occasion notamment de la semaine des métiers du numérique. Voilà, donc je vous remercie, je vais couper l'enregistrement et pour ceux qui veulent poursuivre un petit temps, c'est possible. Merci à tous. Merci à tous.